oh merde! Bonjour à tous, bienvenue sur Nienko TV. Puisqu'on sortait d'une vidéo sur le dîner de con qui nous aura permis de revenir sur une longue partie de la carrière de Francis Weber, j'invite au passage ceux qui n'auraient pas vu la vidéo sur le dîner de con à la regarder avant celle-ci parce que je reviens longuement sur sa carrière à la fois de scénariste et de réalisateur. Je me suis dit qu'aujourd'hui on allait rester dans la même ambiance, à savoir parler de l'un des films avec le dîner de con qui est le plus représentatif de la Weber Touch. Je pratique les arts martiaux, judo, aikido, karaté. La première chose qu'on nous apprend, c'est le contrôle. À savoir une nouvelle façon de filmer des comédies de façon plus rythmée, plus dynamique, en gommant parfois peut-être certaines choses un peu plus tendres, en allant droit au but, comme l'OM. Dans le cul, l'OM, dans le cul, dans le cul! Va te faire foutre, tiens! Toi aussi, va te faire foutre! Oh! Bref, quelque chose qui ressemble un peu plus au standard des comédies actuelles, en mieux. Et quand je pense à la trilogie, parce qu'on peut la considérer comme une trilogie, même si les films ne se suivent pas directement et qu'à chaque fois les personnages repartent de zéro, dans un nouveau cadre, mais quand je repense à La Chèvre, Les Compères, Les Fugitifs, à chaque fois que je les visionne, je me dis que je préfère La Chèvre, rien qu'à cause de la scène de l'aéroport. Un type me traite d'abruti, je ne connais pas, je le regarde et je m'en vais. Eh ben tire-toi alors. Vous avez de la chance. Puis quand je regarde Les Compères, je me dis que c'est l'histoire de trio de pères, alors qu'il y en a deux qui sont complètement à voir par Annie Dupéré. J'aime beaucoup aussi, en grande partie parce que j'aime beaucoup Annie Dupéré, et il y a aussi Philippe Corsante que j'aime énormément. Hommage à une famille formidable. Puis quand je regarde Les Fugitifs, un peu moins axé comédie, mais plus tendre, frôlant parfois avec le dramatique, bah je me dis, waouh, j'aime beaucoup l'audace d'avoir encore une fois changé de ton. Et en fait, pourquoi choisir? J'adore les trois. Je voulais du jus, j'en ai eu. Du jus, du café, du jus, du courant. Bon. Et si les trois films, La Chèvre, Les Compères, Les Fugitifs, ne se suivent pas, parce qu'il aurait été plus facile de reprendre les personnages de La Chèvre et de continuer leurs aventures, je pense que tout le monde aurait apprécié, bah c'est parce que Francis Weber, il est comme Gérard Houry. Il y a beaucoup de points communs entre les deux. Il n'aime pas la facilité des suites. L'une des rares suites qu'il ait écrites, c'est Le Retour du Grand Blond, un film qu'il juge bien moins intéressant que le premier qu'il avait également écrit. Et Francis Weber va tellement droit au but. Allez, l'OM! Oh, toi tu dois avoir quelque chose de sérieux à me demander. Qu'en 1h30, il a tout dit. Et que faire un film en 3 heures, comme il le dit, ça sert à rien si tu l'as déjà fait en 1h30. D'où le fait de recommencer, de relancer les dés à chaque fois. Bref, difficile de départager ces trois films qu'on va aborder ensemble successivement. Aujourd'hui, juste La Chèvre. Mais pour vous dire à quel point ces trois films ont marqué beaucoup de monde, bah c'est que les trois films ont eu chacun leur remake aux États-Unis. Pour le meilleur et pour le pire. En ce qui concerne La Chèvre, on aura l'occasion d'en parler dans la vidéo. Pensez quand même à vous abonner au passage si vous êtes nouveau venu sur la chaîne ou si vous l'avez toujours pas fait, de mettre le petit like qui est gentil, de mettre un commentaire, et si vous savez pas quoi dire, vous avez juste à dire Bijou, coco, c'est non! ou ceux qui ont la flemme, vous mettez un smiley, le premier qui passe, ou même une réplique du film. Nous sommes aujourd'hui tous ensemble pour parler de La Chèvre. Pour revenir sur Francis Weber, il y a le Francis Weber scénariste, à succès. Tout ce qu'il écrit, ça fonctionne au cinéma. Le Grand Blond et Le Grand Tour du Grand Blond, entre autres, mais également Le Magnifique. Et lorsqu'il écrit Le Jouet, on lui propose, à la Gaumont, par Alain Poiret, de le réaliser lui-même. Le Jouet avec Pierre Richard. Sauf que Le Jouet, ça a été un succès plutôt moyen, modéré. Il avait aussi collaboré au scénario de Peur sur la ville, bref, tout ce qu'il écrit, ça marche. Donc quoi de plus logique que de vouloir faire son propre film? Ça y est, on décolle. Enfin, j'espère. Bon, bah ça va. Il roule bien longtemps, je trouve. On arrive en bout de puce, non? Merde! Mais ça marche pas toujours comme ça. C'est ce qui justifie l'absence de réalisation de Francis Weber entre 76, Le Jouet, qui était en concurrence avec La Loup la Cuisse cette année-là, La Loup la Cuisse qui a éclaté au niveau du box-office, et 81, date de sortie de La Chèvre. Même proposition de la part d'Alain Poiret, puisque tu as écrit le scénario de La Chèvre, pourquoi est-ce que tu le réalises pas? Avec un petit peu plus d'expérience que sur Le Jouet. Et cette fois-ci, ça ne va pas rater.
Et pour interpréter les deux rôles principaux de la chèvre, François Perrin, personnage qu'on a déjà vu dans d'autres films sous d'autres traits, et Campana, quoi de mieux que Jacques Villeray, qui sortait du tournage de La Soupe aux choux, et Lino Ventura. Pardon? Alors oui, une petite précision, c'était ce qui était voulu au départ, sauf que Lino Ventura ne voudra pas de Jacques Villeray, qui sortait d'un film où il faisait et qui jugeait trop lent pour pouvoir faire un duo dynamique avec lui. Et donc comme Jacques Villeray va faire la gueule parce qu'il va être écarté du film, il va mettre plusieurs mois à dire oui pour le dîner de con. Et nous avons donc un duo, Lino Ventura, Pierre Richard. Pardon? Sauf que, cette fois-ci, c'est la Gaumont qui ne va pas vouloir de Lino Ventura, puisque Lino Ventura va demander un cachet exorbitant. Je suis venu vous demander une augmentation. Je vais vous demander une chose. Vous vous foutez de moi, là? Au revoir Lino Ventura, remplacé du coup par Gérard Depardieu, très peu habitué des comédies jusque-là, qui a été suggéré à Francis Weber. Pardonnez-moi cette démonstration de force, mais j'ai horreur qu'on marche sur les pieds. Oh là 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 là. Et oui, figurez-vous que dans les années 70, Gérard Depardieu tournait des choses plutôt sérieuses, même si parfois il mettait des petites touches de déconne. Et c'est au cours d'un dîner qui réunissait pour la première fois Pierre Richard et Gérard Depardieu, et donc avec Francis Weber, que Weber va détecter que l'alchimie passe très bien. Parce que en réel, en situation réelle, Pierre Richard, en mangeant, envoyait des morceaux de nourriture sur Depardieu, qui avait le même regard d'incrédulité, d'étonnement, d'interrogation, en regardant silencieusement Pierre Richard lui envoyer ça à la gueule. Exactement ce qu'il voulait voir dans le film entre Campana et François Perrin, où le principal gag du film, c'est que l'un assiste de façon un peu impuissante et spectateur des pitreries involontaires de l'autre. C'est pas grave, allez. C'est ce renvoi dont on a déjà parlé sur plusieurs vidéos. Si tu as quelqu'un qui fait le pitre de façon gratuite, ça n'est pas drôle parce que le public, encore une fois, voit que tu veux le faire rire. Ce qui est drôle, c'est la réaction de celui qui est en face. Qu'est-ce qui vous arrive encore? Je ne sais pas, je m'enfonce. Pourquoi? Je ne sais pas, je vous dis. Vous allez arrêter de faire le pitre quand je vous parle? Comme dans le dîner de con, où Jacques Villeray est certes très drôle dans ses étourderies, mais ce qui est tout aussi drôle et ce qui fait que ça marche dans l'ensemble, c'est qu'on a Thierry Lhermitte, avec les yeux gros comme ça. Votre prénom à vous, c'est François, c'est juste? Oui. Eh ben lui, c'est pareil, c'est juste. Bon, on a assez perdu de temps comme ça. Qui se demande quand est-ce que ça va s'arrêter. Est-ce qu'il y a une fin? C'est ça qui est drôle. Il faut qu'il y ait un mur qui renvoie de façon accentuée le gag sur celui qui en est à l'origine. Quel connard! Je le rappelle. Ah, mais il est hors concours, celui-là. Et ça, Weber l'a très bien compris. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup Francis Weber en tant que écrivain, scénariste et réalisateur, l'ensemble. C'est parce qu'il reconnaît que voir Pierre Richard désarticuler son corps parce qu'il sait le faire, comme dans Le Retour du Grand Blond, ça peut ne pas faire rire parce que le public va se dire « S'il bouge comme ça, c'est qu'on veut me faire rire. » De Funès et Weber l'ont compris tous les deux. Il ne faut pas montrer au public qu'on veut le faire rire, mais il faut lui montrer la sincérité d'une situation. Merde! Merde! C'est toi qui gueule? Allez, viens par ici. Et c'est la situation qui est drôle. Et la situation, c'est Pierre Richard, le mur incarné par Gérard Depardieu, et ce renvoi. Campana! Ça, c'est de l'insincérité, et la sincérité, ça marche. En tout cas, ça marche sur moi. Tous les films qui n'ont pas ça, ça aura toujours quelque chose de moins que les De Funès, mais aussi les Weber, ou les Houry, et même d'autres. Il n'y a pas que De Funès. Mais ceux qui auront compris que c'est la situation et la sincérité des situations et des réactions qui font une comédie, et non pas le fait de faire le guignol devant la caméra. Oh là là, regarde là, t'as une tache, hein? Piscine. Et bah, tant qu'on aura compris ça, on fera des bonnes comédies. Et peut-être que c'est quelque chose qu'on a oublié récemment, dans les dernières années. Nabil, trouve-moi Adèle, s'il te plaît. Adèle! Donc tu t'es dit, tiens, je vais lui hurler dans l'oreille, tu t'es dit. C'est pas possible, ce mec. Le seul pour moi qui faisait ça dans les dernières années avant qu'il disparaisse malheureusement, c'est Jean-Pierre Bacry. J'adore Jean-Pierre Bacry, dans le rôle du râleur, à qui il arrive toujours des choses, mais qu'il essaie d'encaisser de façon tout à fait honnête. Il fait ce qu'il peut. Et c'est ça qui est drôle. Il est accablé. Qu'est-ce que je vous ai dit? Putain, mais c'est pas possible! J'ai dit on se coordonne!
Mais évidemment, personne n'écoute personne dans cette équipe. Moi, c'est ma cam. Voyons voir de quoi déjà parle la chèvre. S'il y en a parmi vous qui ne connaîtraient pas le film et qui ne connaîtraient même pas l'histoire, je pense pas qu'il y en ait énormément, mais sait-on jamais. Afin de retrouver sa fille disparue au Mexique dans des circonstances absurdes, cette dernière étant particulièrement maladroite et malchanceuse, un PDG rappelle l'enquêteur qui s'était chargé de la retrouver en vain pour l'associer à l'un de ses employés, jugé aussi malchanceux qu'elle. Car pour attraper un voleur, prenez un voleur. Ou pour attraper un malchanceux, prenez un malchanceux. Tel est le principe que développe Weber dans ce film. Le film doit se tourner principalement au Mexique, avec une équipe technique mexicaine, ainsi qu'une partie du casting mexicain également, qui parleront en espagnol durant les prises et qui seront doublés en français à Paris durant la post-production. Le tournage de cette partie mexicaine se passera pendant la saison des pluies. La chaleur est accablante sur le tournage, alors que Weber avait choisi, et ce sera sa marque de fabrique dans les films, de bien habiller ses personnages avec des costumes qui n'ont pas pris une ride, et c'est l'avantage des costumes, ça ne vieillit pas, mais qui tenaient très très chaud, sous 40 degrés à l'ombre, en particulier dans les scènes de voiture, insoutenables à tenir. Cette chaleur et les conditions de tournage parfois difficiles vont rendre Gérard Depardieu parfois très exécrable et alcoolique, mais je pense que ça a toujours été le cas. Sachant qu'il dormait parfois dans des bacs à l'eau, très limite au niveau de la salubrité, avec parfois des scorpions, des cafards, des serpents, dans leur lit quand il rentre se coucher. C'est véridique. Depardieu se bourrera la gueule en permanence et cherchera à se battre avec des mecs qui jugent aussi costauds que lui. Qui sont parfois dans l'équipe technique du film, qui connaissaient pas, des Mexicains par exemple. Et quand il rentre absolument dégommé et bourré et qu'on n'arrive pas à le coucher parce que sa chambre n'est pas forcément là, on le fout dans le lit de Pierre Richard, qui lui sortait la nuit, paraît-il, selon Francis Weber, draguer des nanas. Et il en a ramené une, en se rendant compte que dans sa chambre, il y avait Gérard Depardieu et qu'il pouvait pas rentrer dans sa chambre. Et la nana de Pierre Richard, la nana à l'occasion, disait « Mais casse-lui la gueule et vire-le de là !» Mais Pierre Richard qui va virer Gérard Depardieu à un colosse qui doit peser 100 kilos, c'était pas possible. Comme quoi, il n'y avait pas besoin d'être dans le film pour avoir des péripéties entre ces deux-là. Vous allez vous faire mal, je vous dis. Vous êtes fait mal? Il y a une anecdote amusante d'ailleurs, il va y en avoir un certain nombre aujourd'hui dans le tournage de ce film, c'est que tout le monde a eu des cafards, ou des serpents, ou des scorpions, ou même des moustiques, avec des gueules comme ça. Ils sont calmés? Ah oui? Je crois que vous faites une petite allergie aux moustiques, là. Ah oui? Et le seul qui n'a jamais été emmerdé par les animaux sur place, c'est Pierre Richard. Exactement à l'inverse de ce qui se passe dans le film. Vous avez de l'eau dans votre chambre? Oui, c'est pareil, pourquoi? Le tournage dans le quartier rouge, emprunt à la prostitution, tel que c'est montré dans le film, ne sera pas non plus de tout repos. En particulier pour Francis Weber, emprunt à une tourista après un repas trop épicé et se rend compte qu'il n'y a pas de toilette dans le restaurant dans lequel il se trouvait, et c'est une course contre la montre pour Francis Weber qui fera un sprint sur 1 km jusqu'à sa chambre d'hôtel pour arriver sur le trône juste à temps. Et je n'irai pas plus loin dans les détails. Depardieu avait beau être difficile sur les tournages, de mauvaise humeur parfois, bourré le plus souvent, il avait aussi un côté ultra généreux. Par exemple, vers la fin du film, au moment où ils sont dans un dispensaire et qu'il y a une bonne sœur avec qui Depardieu est en train de parler, d'après Weber, la bonne sœur était absolument atroce dans son jeu, ne savait pas jouer, il l'avait pas choisi, parce que le casting mexicain, on lui a un peu forcé la main, et au niveau des prix, ça ne fonctionnait pas. Et Gérard Depardieu va la prendre en main, il va lui donner 1 heure de cours de comédie juste avant d'avoir la bonne prise, et ça c'est la générosité de Depardieu. Ça veut dire quoi, ça? Qu'il y en a un de nous trois qui va en prendre plein la gueule. Ah bon? Durant le tournage, Francis Weber, dont c'était seulement la 2e réalisation, était encadré, était surveillé par ce qu'on appelle un directeur de production. C'est le lien entre la Gaumont à Paris et le tournage du film pour qu'il puisse gérer le budget, à la fois donner ce qu'il faut pour que le film se passe bien, mais également mettre un frein pour que la Gaumont ne soit pas ruinée. Un poste un peu entre deux, un peu fourre-tout, qui est pas évident. Et comme il n'avait pas confiance en Weber, qui sortait d'un seul film en 76, qui n'était qu'une semi-réussite, il n'hésitait pas à lui imposer des coupes, ou à vouloir lui faire changer de figurant, parce qu'il estime que certains coûtaient trop cher. Gros connard. Vous avez de la chance. C'est le cas de Michel Fortin. Michel Fortin qui a joué pas mal de second rôle dans sa carrière, et qui joue le fameux... la fameuse personne
qui sort de sa voiture avec la valise et qui se fait faucher son chariot Père Pierre Richard pour une scène les plus cultes de notre cinéma, toujours confondu. Je suis arrivé à un contrôle total. En route. Eh bien, il se disait que payer ce mec, peut-être 400 ou 500 francs de l'époque, 80 € d'aujourd'hui, c'était trop cher pour ce que ça a donné pourtant, et qu'il fallait mieux trouver quelqu'un de complètement nouveau qui fera ça aussi bien, et qui peut-être coûtera 100 francs de moins. Ah oui, oui. Vous avez oublié sur ces 3 coupons, là, ça donne 10% de réduction supplémentaire sur le filet de Colin. 3 centimes, ça fait 12,85. Mais vous êtes sûr? On en était là sur le tournage. Et Francis Weber, au bout d'un moment, à force de voir ce raccourci à l'économie, il va appeler Alain Poiré qui lui fait confiance pour que son représentant lui lâche un peu la grappe. Plusieurs trucages seront nécessaires pour certains gags du film, notamment pour la scène de l'abeille sur la joue de Pierre Richard. L'astuce étant bien évidemment de lui enlever son dard afin qu'elle soit inoffensive. Mais les spécialistes avaient omis de dire que les abeilles pouvaient également mordre, ce qui ne manquera pas d'arriver à Pierre Richard. Une autre scène, plus compliquée celle-ci, était celle dans laquelle Depardieu devait attraper un vigile par ses narines afin de le contraindre à ouvrir une porte. Le problème étant que Depardieu avait des gros doigts et que la scène était déjà écrite, parce que tout est écrit, timé, millimétré dans le scénario. On ne rajoute rien avec Weber. C'est comme avec Robert Derry ou encore une fois Gérard Horry, tout est préparé à l'avance pour qu'on n'ait pas besoin d'improviser. Ce qui sera pas mal reproché à Weber de la part de pas mal de réalisateurs avec qui il a bossé, comme Edouard Molinaro par exemple, qui parfois aimerait bien réinterpréter le truc au dernier moment et se laisser porter par de nouvelles idées. Impossible avec les scénarios de Weber parce que si tu changes un détail, un prénom, une virgule, ça ne fonctionne plus. Donc pour trouver quelqu'un qui ait des narines assez grosses pour pouvoir héberger le temps de 5 secondes les 2 doigts de Depardieu, ils ont fait un casting de nez au Mexique pour trouver finalement le nez qu'ils voulaient, le tarin qu'ils voulaient, parmi les cascadeurs du film. Et vous voyez là l'exigence de Weber, qui certes n'hésite pas à faire 10, 20, 30, 40 fois les mêmes prises, comme un certain De Funès, mais qui tenait à son gag qu'il aurait pu réécrire différemment. Mais non, c'était écrit comme ça, je le veux comme ça, je veux le nez que j'ai imaginé. Trouvez-le moi. Je trouve ça génial. Exigeant, flippant, mais génial. Et enfin, pour une autre scène devenue culte, celle des sables mouvants, l'équipe installera sous le sable une cuve actionnée par des vérins, remplis d'eau, avec des morceaux de liège en surface, couleur sable afin que cela ne se voit pas, ce qui permettra de simuler les sables mouvants, Pierre Richard s'enfonçant réellement dans le sol. Mais des problèmes techniques enseveliront réellement Pierre Richard jusqu'au cou à plusieurs reprises. Et encore une scène anodine à tourner, celle de la baffe reçue par Pierre Richard par la supposée prostituée. C'est une pute! N'importe quel homme lui propose 50 $, elle monte! N'importe quel homme, mais pas vous! Il aura fallu 3 tentatives pour avoir la bonne scène que l'on voit dans le film. Une première où la comédienne effleurait le visage de Pierre Richard et ce dernier lui a dit très gentiment « ça ne pourra pas marcher, personne ne va y croire ». Fort tôt, il réessaye avec une baffe plus comme ça, mais très insuffisante pour Pierre Richard. Et la troisième sera la bonne, celle que l'on voit dans le film où elle tape tellement fort, ça a été souvent dit, donc je pense que beaucoup de monde le sait parmi vous, mais la montre de la nana va s'envoler durant l'impact pour montrer que c'était une vraie, ce à quoi Depardieu va beaucoup rigoler même s'il est dos à la caméra, mais si on est très attentif, on voit que ses épaules bougent un petit peu parce qu'il est en train de rigoler en voyant Pierre Richard s'être pris une vraie baffe dans le film. Il a dû la sentir passer celle-là, mais il devait être content, c'est ce qu'il voulait. On passe à une petite critique rapide. Je vais revenir sur Francis Weber et sa réalisation en général, parce que ce qu'il fait dans La Chèvre, il le fait dans quasiment tous ses films, donc c'est pas comme si c'était une exception. Pour moi, La Chèvre, c'est de la continuité de son travail d'avant et de ce qu'il fera encore après. C'est pas quelque chose qui est, pour moi, exceptionnel, c'est pas son meilleur film. Il y en a au moins 4 ou 5 qui méritent le titre de meilleur film, comme Le Dîner de Con, comme La Chèvre, ou comme Les Fugitifs, ou comme Les Compères, par exemple. Ou Un amigo of me. You peut-être connaître. Vous avez appris l'anglais, vous? Je vous parlais de rythme au début, mais c'est vrai que Francis Weber a remarqué que dans les films qu'il avait écrits et réalisés par Yves Robert, comme Le Grand Blond et Le Retour du Grand Blond, la réalisation d'Yves Robert, qui n'est pourtant pas un novice, avait selon lui pris un coup de vieux. Pour lui, la comédie, dans les années 80, histoire de muter, de changer,
se devait d'aller plus vite, de ne pas avoir de temps mort, de ne pas avoir de longueur. Ce que Pierre Richard n'aimera pas forcément, même s'il tournera beaucoup avec lui. Parce que Pierre Richard, il avait fait Le Grand Blond, donc il est un petit peu vexé qu'on lui dise qu'un de ses films préférés dans lesquels il est tourné sont jugés aujourd'hui comme trop lents. Et c'est vrai que le film est lent dans Le Grand Blond, mais lent ne veut pas forcément dire qu'on s'ennuie. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans le cinéma d'antan. Prenez par exemple un film qui n'a rien à voir, Aliens le Retour, on en a aussi parlé sur Nienco TV, mais il ne se passe rien au niveau des aliens avant au moins, je crois, 1h15, voire 1h30, sur 2h30 de film. Moi je trouve ça remarquable qu'il faille être aussi patient sans que pour autant tu t'ennuies, parce qu'on t'annonce tout ce qui se passe dans Aliens le Retour, tout ce que tu as manqué, tous les personnages qui arrivent, tu t'attaches aux Marines, tu t'attaches à Newt, tu t'attaches à Ripley, tu t'attaches à tout le monde, et c'est quand tu es attaché que l'histoire commence. Aujourd'hui, on a tendance à faire commencer l'histoire dès le début, avec des personnages que tu prends en cours de route, dont tu n'as strictement rien à faire. C'est un débat qu'on peut avoir sur le cinéma d'aujourd'hui, où tout doit aller toujours vite, 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 parce que sinon on s'ennuie et on quitte la salle, soi-disant, moi j'en suis pas du tout convaincu, et un cinéma qui prenait le temps, mais l'écriture faisait qu'on ne s'ennuyait pas. Et le fait que Francis Weber ait quelque part introduit ce genre de réalisation fait que j'aurais dû être divisé, mais pourtant j'adore. Parce que dans la comédie, c'est pas grave d'aller vite. Pour introduire un personnage sympa, il suffit d'une ou deux lignes, de phrases, de textes ou d'échanges avec un partenaire. Donc la comédie, on peut aller vite. Même si on peut aussi aller lentement. Et pour moi, il n'y a pas besoin de choisir entre les deux. C'est juste un rythme qu'on a pris de voir tout aller trop vite. Et aujourd'hui, si tu reviens en arrière, pour les jeunes générations qui n'en ont pas l'habitude, malheureusement, c'est compliqué. Et je trouve ça dommage qu'on se soit enfermé, qu'on se soit catalogué dans un genre comédie égale 1h20, 1h25, pas plus, et pas de temps mort, pas de chichi, pas de fausses émotions, que du rire. C'est dommage, mais La Chèvre et les réalisations de Francis Weber ont été la fondation de ça. C'est respectable. En tout cas, en comédie. Il y a tout de même, dans cette enquête, une ou deux coïncidences troublantes. Est-ce qu'il est brouillant, ce type? Pas dans les autres genres, science-fiction, horreur, action, je ne vois pas Die Hard, le premier Die Hard, commencer directement par la prise d'otage, sinon on n'en a rien à faire. Le temps d'arriver dans ce fameux immeuble, cette phase-là est importante, même si quelqu'un aujourd'hui peut se dire « quand est-ce que ça commence ?» Il y en avait même à l'époque dans la salle qui, au bout de 10 minutes sans action, disait « c'est pas un film d'action, je me casse !» Mais si, pourtant, mais action ne veut pas dire que tu défourailles tout pendant 1h30 ou pendant 2 heures. Il faut amener les choses, et après tu t'éclates. Ça, on l'a oublié. Et Francis Weber l'avait volontairement oublié. Pourtant, avec lui, je m'en rends pas compte. Chapeau. Finalement, c'est pas une mauvaise chose de m'être cogné le nez. C'est vrai, si je m'étais pas cogné, on n'aurait pas atterri ici. Ah, commencez pas à m'emmerder avec ces conneries, vous, hein. Le comique de Weber, c'est aussi beaucoup d'observations. Tout ce qu'il amène dans ses films, le coup de boule de Depardieu qui devient emblématique, c'est quelqu'un de son équipe à qui il a un jour vu mettre un vrai coup de boule dans un bar à quelqu'un qui a perdu toutes ses dents de devant. Et donc La Chèvre, c'est parfaitement ma came, parce que c'est du Francis Weber. Ce n'est pas une surprise quand on connaît son style d'écriture. Par exemple, il y a souvent un moment dans ses films, comme dans Le Dîner de con et La Chèvre, qu'on peut vraiment mettre en comparaison, et c'est pas pour rien que j'ai choisi de traiter La Chèvre aujourd'hui, c'est que le film tient sur l'incrédulité de son personnage principal, François Perrin, ici, et François Pignon dans Le Dîner de con, qui est là en étant persuadé qu'il est utile à quelque chose, dans Le Dîner de con qui s'est fait un ami avec Pierre Brochant, dans La Chèvre, qu'il est un super détective et qu'il a été choisi pour ça, pour sa sagacité, le pauvre, et qui se rend compte, vers la fin du film, dans des scènes qui sont toujours touchantes, même si elles sont rapides, ça n'empêche pas qu'il y ait une part de sensiblerie dedans. Est-ce que vous me trouvez doué pour ce métier? Oui. Où il se rend compte que le rideau tombe, et les deux, Perrin-Pignon, le prennent forcément mal. C'est la marque de Francis Weber. Des duos opposés à la Gérard Houry, qui aimait énormément ça. Pour moi, c'est la perfection dans la comédie. La grande armoire qui distribue des pains à tout le monde. Et je n'ai jamais vu quelqu'un distribuer autant de pain à la fois. Qui est sérieux, qui est concentré, qui est professionnel, mais qui quelque part l'est trop et passe à côté de certaines choses. Et Pierre Richard, qui est balancé là-dedans, et qui, par sa maladresse, fait avancer l'enquête dans un scénario génial, super bien lié, qui avance, parce qu'à chaque fois qu'il fait une bourde ou qu'il lui arrive un truc, ça amène une piste que Depardieu n'avait pas vue quand il était en solo dans la même ville. Je lui ai raconté que je m'étais cogné à Orly, et elle a eu exactement le même cas il y a pas longtemps, c'est drôle. Une Française en plus. Une jeune fille. Marrant, non? Donc c'est fascinant, il y a même un côté presque surnaturel dans La Chèvre. Et c'est ça qui est génial dans La Chèvre, et ce qui est génial dans cette trilogie d'une manière générale, c'est que la rencontre entre Perrin ou Pignon
et le personnage de Depardieu, elle est hyper importante et différente dans chaque film. Dans le premier, Depardieu doit faire avec quelqu'un qu'on lui balance dans les pattes, qui est une expérience. C'est pour ça que le film s'appelle La Chèvre, parce que Pierre Richard, le personnage qu'il joue, fait la chèvre. Il sert de chèvre, il sert d'appât. Ça vous rappelle quelque chose, ça? Fandor, fais la chèvre. La chèvre. Il fait la chèvre, il sert de chèvre, il sert d'appât. Ah. Mais dans le deuxième, dans Les Compères, ils partent à égalité, les deux. Ils cherchent tous les deux quelqu'un, ils se rendent compte que c'est la même personne qui cherche et qu'ils sont tous les deux pères du même fils. Votre fils a fait une fugue? Oui. Mais a pété la mâchoire, ce con. Le mien aussi a fait une fugue. Sans blague. Mais ils sont toujours à égalité et Pierre Richard ne se laisse pas faire. Et dans Les Fugitifs, Pierre Richard arrive en braqueur de banque et Depardieu est engrainé là-dedans et jamais Depardieu n'essaiera de prendre le dessus. Il va juste essayer de combler les blancs de la vie de ce mec-là en le prenant sous son aile parce qu'il a de la tendresse pour lui et surtout pour la petite fille. Je vous dis, faites demi-tour, merde. Ta gueule. Perruque, mon Dieu. Et encore une fois, c'est différent. 7 millions d'entrées à la sortie. C'est une super revanche pour Francis Weber, qui s'était fait presque éclater par l'aile ou la cuisse, où justement Pierre Richard devait jouer dedans, mais il a refusé pour jouer le jouet, alors que de leur côté, De Funès, Zidi et Coluche se sont gavés. En 81, rapport de force inversé, puisque Francis Weber va éclater la soupe aux choux, où De Funès était clairement au bout de sa vie, au sens propre malheureusement, mais on en parlera bientôt dans une vidéo dédiée. Soyez là le 27 janvier 2023, on va avoir une énorme vidéo sur Louis de Funès que je suis déjà en train de préparer. Mais il aura également battu en 1981 une grosse année pour le cinéma. Il aura battu Indiana Jones, il aura battu James Bond, il aura battu Belmondo dans Le Professionnel, il aura battu Coluche dans Le Maître d'école, il aura battu La Guerre du Feu, Evil Dead. Et comme il a dit, la chèvre va manger le chou, puisqu'il va battre la soupe aux choux et De Funès. C'était pas rien. On peut tous s'imaginer quel dommage que Francis Weber et De Funès n'aient pas travaillé ensemble au moins une fois. Parce qu'ils ont tous les deux la même exigence au niveau de l'écriture, de la répétition des scènes, sauf que Weber voulait qu'on répète les scènes pour avoir ce que lui voulait, et De Funès répétait les scènes pour compléter un scénario qui n'était pas bon et trouver le truc. Donc je ne pense pas qu'ils étaient compatibles, bien qu'ils aient des profils similaires et la même exigence et le même sens du comique, et les deux avaient compris la même chose. Mais ça ne veut pas dire que ça aurait forcément collé, même si j'aurais voulu voir Weber tourner avec le vrai De Funès, le De Funès avant sa maladie, dans les années 65-70. Regardez avec Thierry Lhermitte dans Le Dîner de con, si ça n'a pas collé, c'est parce que Thierry Lhermitte s'auto-dirigeait avec le Splendide, et que là, il s'est retrouvé devant Francis Weber, exigeant, qui voulait une prise A, et non pas une prise B, C, D, E, F, jusqu'à la lettre Z. Il voulait un timing, un son, une virgule, et tant qu'il n'a pas ça, on répète. Thierry Lhermitte, ça l'a beaucoup marqué. Et on va se quitter avec le remake. Le remake de La Chèvre, qui a été fait 10 ans après, en 91, et qui a le côté drôle, et c'est le seul côté drôle qu'il y a dans le film, de recycler beaucoup d'acteurs secondaires mexicains qu'on a vus dans La Chèvre, qui reprennent leur rôle, ou indiens, parce que celui qui crie devant la photo, on le revoit crier sur la même photo 10 ans après. Ça, je trouve ça génial. Mais il y en a d'autres, hein. Celui qui était dans la prison avec Depardieu et Pierre Richard va jouer un barman cette fois-ci dans le bar. Et il y en a d'autres des personnages qui sont recyclés que l'on voit dans d'autres rôles. Je trouve ça génial parce qu'en fait, les acteurs mexicains, il n'y en a pas 200 de disponibles. C'est souvent les mêmes visages qui reviennent. Mais malgré cette fidélité au niveau des visages, ça a beaucoup foiré au niveau de cette suite. Contrairement à la suite des Fugitifs que Weber a dirigé, où il a eu la main dessus, celle sur La Chèvre, le film a beau faire la même histoire avec les mêmes scènes, il y a beaucoup de petits détails, quand je vous disais que c'est une question de détails, qui font que ça ne tient plus du tout debout. Et il y a deux exemples, parce que Francis Weber a vu le film et l'a analysé. C'est la scène du nez, avec les narines qu'il faut trouver. Ils se sont pas pris la tête à trouver quelqu'un dans lequel les deux doigts de Danny Glover, qui remplace Gérard Depardieu, pouvaient rentrer. Bah ça perd tout son impact. Comme la scène du sable mouvant, où c'était important, dans la version française, d'avoir un terrain plat, pour qu'ils soient tous les deux à peu près de la même taille, et qu'il y en ait un qui commence, sans s'en rendre compte, à s'enfoncer pendant qu'ils sont en train de discuter, l'air de rien. Dans le remake, ils sont sur un terrain vallonné, où ils sont déjà déséquilibrés au départ, et on met un gros plan sur celui qui s'enfonce pour montrer « regardez comment il s'enfonce, c'est drôle ». Il faut pas montrer. Encore une fois, je reviens à la sincérité. Il faut qu'on soit spectateur et on se dise « attendez, il y a un problème là ». Et c'est là où c'est drôle. Sincérité, ne pas montrer. Francis Weber avait tout compris. Et c'est tout ce que j'ai envie de dire sur La Chèvre, un monument de la comédie, mais pour moi, je ne le mets pas devant Les Compères ou Les Fugitifs, ou même Le Dîner de con. Pour moi, c'est l'œuvre de Francis Weber.
Génial dans l'écriture, génial dans l'exigence, génial dans la mise en scène, génial dans la répétition. C'est un géant, Francis Weber. Et j'en ai pas encore beaucoup parlé jusque-là, parce qu'on s'est beaucoup concentré sur De Funès, mais tous les Weber vont y passer. Le jouet, Tais-toi, le placard, etc. Bien que je les aime pas tous de la même façon. Je trouve qu'après le dîner de con, il a plus vraiment jamais retrouvé cette dynamique, parce que le dîner de con, quelque part, c'était presque l'apothéose, c'était le concentré 100% pur jus de Weber, dans les moindres détails. Tout ce qui a suivi après était moins, mais ça veut pas dire qu'on n'en parlera pas. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu, n'oubliez pas de mettre le petit like, le petit commentaire gentil si vous savez pas quoi dire. À partager la vidéo si elle vous plaît, il y a une cagnotte Tipeee si vous voulez faire des petits dons pour me soutenir ma chaîne. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao.